Bon, bah voilà, c'est un format un peu différent de celui qui était envisagé au départ, mais au moins vous aurez le plaisir de nous voir sans masque. Ce sera déjà ça de gagné. Donc, je ne sais pas si tu avais prévu une introduction, Thibaut, particulière, ou si c'est nous qui démarrons. Bah, je pense que vous êtes les mieux placés pour présenter courant fort, Ça donc je vais marche. vous laisser. Ok. Donc, un petit rappel du coup des enjeux qui vont être abordés dans l'atelier. Donc, ce qui avait été indiqué dans le programme, c'est l'idée, c'est de balayer rapidement comment passer de l'idée au projet, comment vérifier le besoin sur un territoire, quels sont les acteurs à rencontrer et quelles sont les étapes de la création d'activités dans l'ESS. Alors évidemment, ce sujet est très vaste, donc en 1 heure, ça ne sera qu'une petite introduction, une mise en bouche. Voilà, mais l'idée c'est de faire un premier balayage. Donc on va peut-être se présenter quand même en quelques mots, vous dire qui on est, qui est courant fort. On passera ensuite sur du constat social à la formulation de la mission sociale. On viendra sur pourquoi il faut partir plutôt d'un besoin que d'une solution, comment repérer les acteurs utiles à son projet et donc les étapes de la création d'activités dans l'ESS. Peut-être ce qu'on peut juste dire sur le déroulé, c'est-à-dire que à la fin de chaque partie, ce qu'on peut faire, Thibaut, c'est vérifier qu'il y a peut-être des questions ou des compléments à donner par rapport aux questions qui pourraient être posées dans le chat, et puis qu'on garde plus de temps à la fin pour échanger plutôt que de faire en cours de route directement avec les participants, si ça te va, comme ça. Nous, on avance sur les contenus et on a plus de temps à la fin. C'est tout bon. Ok. Parfait. Donc, Courant Fort, rapidement, donc c'est une association qui a été créée en 2017. On agit sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Et on fait partie du réseau national des fabriques à initiative qui est animé au niveau national par l'AVIS. Les fabriques à initiative, c'est des acteurs qui interviennent pour transformer des besoins qui ont été identifiés sur les territoires par les collectivités ou des groupes, des collectifs d'habitants, à la fois faire l'animation territoriale et la modélisation d'activités économiques pour arriver à l'émergence et à la concrétisation de création d'entreprises sociales. Et donc, nous portons le déploiement du dispositif des fabriques à initiative en Drôme-Ardèche. Donc, on agit sur le champ du développement économique, du développement local et du développement social. Et donc, nos activités principales, c'est l'émergence, la modélisation et l'accompagnement à la concrétisation d'activités économiques, l'accompagnement de porteurs de projets ESS et la formation à l'entrepreneuriat social, puisqu'on intervient toutes les deux à l'école 3A à Lyon et qu'on va travailler aussi là avec Ronalpia. On lance prochainement un petit module Outils ton projet en Nord-Ardèche, voilà, qui va démarrer bientôt. Donc la première étape, c'est passer du constat social à la formulation de sa mission sociale. Qu'est-ce que c'est qu'un constat social? Rapidement, c'est toujours un peu le point de départ d'un porteur de projet ESS. C'est ce qui vous a donné envie d'entreprendre et de trouver une solution. Donc, ce sont des besoins qui sont non couverts ou mal couverts à un endroit donné ou pour un public donné. Des problématiques sociales que vous identifiez ou territoriales. Quand je dis social, c'est au sens sociétal, parce que parfois, ça peut être des problématiques plutôt du domaine de l'environnement. Il n'y a pas forcément la connotation uniquement sociale au sens restrictif, c'est-à-dire solidaire et voilà, vers les publics précaires. C'est pas uniquement dans ce sens-là qu'on l'entend. Quelques exemples qu'on pourrait vous donner de constats sociaux, ça pourrait être par exemple, on constate qu'il y a plus de problèmes d'obésité parmi les publics précaires. C'est un constat très général, très national. Un constat sur lequel nous, on était partis sur un projet, c'était la mission locale qui avait repéré que les jeunes filles qui étaient engagées dans un parcours d'accompagnement à la recherche d'emploi rencontraient systématiquement des problèmes d'assiduité parce qu'elles étaient charges de famille et qu'elles avaient des problèmes de mode de garde. Voilà, donc là, on est sur un constat beaucoup plus spécifique qui est sur un territoire donné, avec un public donné. Voilà, on est quelque chose de plus circonscrit.
Ça pourrait être aussi identifier que sur un territoire, il y a beaucoup d'entreprises de logistique et que il y a beaucoup de quantité de déchets de palettes sur un territoire donné et qu'elles sont pas valorisées. Voilà, donc c'est un peu le point de départ du projet de création, c'est j'identifie un point, un problème, ça peut être aussi une opportunité, quelque chose qui fait le déclencheur de je pense qu'il y a une activité à créer sur ce point de départ. Une fois que vous avez identifié ce point de départ, ce qu'il faut, c'est ensuite essayer d'objectiver votre constat social. L'objectiver, ça veut dire essayer de trouver des données qui vont venir conforter ce besoin, vérifier qu'il existe et essayer déjà un peu à gros traits de le quantifier. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Est-ce que ça concerne pas beaucoup de monde? Essayer de voir un peu des idées de volume de personnes ou de quantité que ça peut représenter. Ça sera important ensuite pour vérifier qu'il y a un modèle économique possible sur ce projet. Et puis, il faut aussi identifier le contexte socio-économique de votre projet. Un projet, il s'inscrit toujours dans un contexte et c'est important de bien l'identifier. Ça veut dire, c'est quoi le cadre réglementaire de ce type d'activité? Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent, des règlements, des législations, etc., qui me contraignent, qui font parfois, par exemple, on ne peut pas du tout faire quelque chose parce que c'est légalement pas possible. Quels sont les acteurs? Quelle est l'actualité de ce sujet? Est-ce qu'il y a des spécificités territoriales? Quelles sont les politiques publiques? C'est-à-dire quelles sont les actions que mènent les collectivités, les régions, les départements, les villes sur ce sujet? Quelles sont les réponses qui existent déjà en termes d'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs de l'ESS qui travaillent sur cette question, là où vous êtes ou ailleurs? Et quelle est la demande sociale qui est exprimée? C'est-à-dire, qu'en disent les gens? Qu'en disent les gens, soit individuellement, soit, par exemple, quand ils sont regroupés en association, en fédération d'usagers, par exemple. Parfois, vous pouvez repérer que les familles de personnes handicapées disent qu'il y a un besoin et qu'elles insistent sur ce besoin. Ça vous donne une indication sur la prégnance de ce besoin. Est-ce qu'il y a un vrai sujet ou pas? Tout ça, ça permet en fait de connaître bien son environnement et ses évolutions. Les évolutions récentes, parfois on a un changement de législation qui ouvre des nouvelles voies d'activité et d'action, des changements, des évolutions en cours, il va y avoir un changement de règlement ou prévisible, c'est-à-dire on sent bien qu'aujourd'hui les solutions sont plutôt de telle nature, mais que le contexte est en train de changer et que demain, ces solutions-là, elles n'auront plus la cote et qu'il faudra penser à autre chose. Connaître son contexte et son environnement, ça permet de construire des projets qui sont pertinents, c'est-à-dire d'identifier les trous dans la raquette, ce qu'on appelle les trous dans la raquette, c'est-à-dire là où encore il y a des champs d'intervention possibles, là où il n'y a pas encore d'acteurs, là où il n'y a pas encore de solutions, et donc là où c'est possible de venir apporter une nouvelle idée. Identifier aussi les impasses, parce que parfois, il y en a d'autres qui ont essayé avant quelque chose et clairement, ça ne peut pas fonctionner. Et les opportunités. Voilà. Donc, c'est un temps qui est important, en fait, de bien identifier son contexte pour vérifier l'opportunité, en fait, de son projet. Ensuite, il faut se poser la question de où se situe le constat qu'on se pose. Est-ce qu'il est au niveau macro ou au niveau micro? Et essayer de le réduire, de le rendre de plus en plus précis et de plus en plus spécifique. On ne peut pas rester sur un constat qui est ou une mission sociale qui serait de dire je veux contribuer à réduire le changement climatique. C'est beaucoup trop vaste pour que ça puisse vous aider dans la construction du projet. Là, l'idée, c'est pas on n'est pas dans le bullshit, c'est pas de dire des choses pour dire des choses, c'est vraiment d'essayer de poser les pierres qui vont construire les fondations en fait de votre activité, de votre projet. Du coup, il faut essayer d'être le plus précis possible et le plus spécifique pour que vraiment ça soit clair pour vous et pour les interlocuteurs à qui vous présenterez le projet, sur quoi vous intervenez, à quoi vous servez. Et donc, ça peut être intéressant de se questionner sur les causes, les causes du sujet sur lequel vous avez posé un constat social, parce que ces causes, elles vont peut-être vous permettre d'identifier des pistes de solutions. Ça peut être aussi intéressant de se questionner sur les conséquences de ce problème, parce que c'est ce qui permet parfois d'identifier des arguments pour les financeurs. Quand vous parlez, par exemple,
d'isolement des personnes ou de manque de lien social, peut-être que les conséquences, elles peuvent être du domaine de problèmes de santé, des personnes âgées isolées qui du coup sont moins bien pris en charge et engendrent des frais supplémentaires et des coûts supplémentaires aux collectivités pour prendre en charge ces personnes. Ben, ça, c'est une conséquence qui est à noter parce que ça fera peut-être des arguments pour inciter une collectivité ou un acteur à agir sur cette question parce qu'il comprendra bien les enjeux qu'il y a derrière tel ou tel problème. Voilà. Pas rester sur le problème en lui-même, mais bien essayer de tirer le fil, de voir ce que ce problème engendre et pourquoi c'est important du coup d'essayer d'y répondre. Donc, il va falloir progressivement aller ensuite du constat à la mission sociale. Donc, la mission sociale, c'est en fait poser, formaliser les finalités, les valeurs, les objectifs généraux, c'est-à-dire le pourquoi du projet. Il faudra aussi clarifier le quoi, quels sont les objectifs spécifiques et les résultats directs qui sont attendus. Et puis, poser une première version du comment. Quelles sont les actions, les activités que vous voulez conduire et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre. Donc, c'est pas figé, hein, ces 3 parties. Vous allez vous rendre compte en essayant de l'écrire que des fois, vous allez avoir du mal à mettre dans une catégorie ou dans l'autre quelque chose. C'est normal. Et il faut fonctionner par essai-erreur, revoir au fur et à mesure, peut-être passer de la mission sociale au quoi, puis ensuite se redemander, non mais par rapport à ce quoi-là, est-ce que la mission sociale, c'est vraiment celle-ci? C'est important en tout cas de poser bien ces finalités, ces valeurs, parce que ça permet aussi de donner une couleur au projet. Nous, on le voit dans le réseau des fabriques à initiative, il y a des structures dans quasiment dans chaque région, département, etc. On est une vingtaine. On n'a pas tous les mêmes orientations, les mêmes couleurs, et elles sont liées à notre mission sociale. À Courant-Fort, on est très attaché à la question de réduire les inégalités, et ça explique peut-être pourquoi on travaille pas mal en quartier politique de la ville, et qu'on agit beaucoup sur les questions d'insertion. Voilà, c'est des sujets qui nous portent et c'est parce que c'est inscrit dans nos valeurs et du coup dans notre mission sociale. Enfin, sur la formulation de votre mission sociale et le moment où vous creusez votre constat, c'est important d'identifier les mots-clés de vos financeurs et de progressivement essayer de devenir un peu technicien du sujet sur lequel… donc ça se construit, hein, faut s'acculturer, faut lire des choses sur le sujet, des articles, etc. Vous n'êtes pas obligé de lire des manuels, voilà, de devenir des thèses, hein, mais de lire au moins de l'actualité sur le sujet pour bien comprendre les mots qui sont utilisés pour parler de tel ou tel sujet. Ça, c'est un enjeu par rapport à la crédibilité que vous allez avoir vis-à-vis de vos interlocuteurs et ça permet aussi de préciser votre approche. Si on parle de lien social ou d'isolement ou de vivre ensemble, ça ne dit pas tout à fait la même chose d'un projet en fait. Donc, soyez attentifs aux mots que vous utilisez et à ce qu'ils vont suggérer chez vos interlocuteurs. Voilà. Et puis, donc, comme je disais, c'est un travail qui se fait par étapes. Vous allez avancer à tâtons, procéder par essai, reformulation. Il faut que vous soyez conscient que ce chantier, il n'est jamais clos. Nous, 3 ans après la création de Courant-Fort, parfois, on réécrit notre mission sociale, notre constat social, parce qu'il évolue. On se rend compte que nos actions sont plus tout à fait les mêmes, notre activité s'oriente plus tout à fait de la même manière. Voilà, au fur et à mesure qu'on connaît de mieux en mieux notre sujet. Est-ce que du coup, il y a des questions, Thibaut, ou des réactions sur le sujet avant qu'on passe au point suivant? Alors, juste une question qui a été posée sur les autres fabriques à initiative en France. Et donc, vous trouverez sur le chat un lien qui a été posté par Chloé de l'Avise pour retrouver la fabrique à initiative la plus proche de chez vous. Il n'y en a pour l'instant pas dans toutes les régions, mais plusieurs sont en cours de labellisation et on en retrouve une quinzaine donc, sur le territoire avec notamment aussi le réseau France Active qui est présent à peu près partout sur le territoire. Voilà, bon, bah, du coup, merci Chloé. Alors, je passe à la suite. Voilà. Donc, partir d'un besoin plutôt que d'une solution. Ah, pardon, voilà. Excusez-moi, je n'ai pas utilisé le bon bouton. Voilà, pourquoi on dit partir d'un besoin plutôt que d'une solution? Puisque, en fait, quand on part directement sur la solution,
on peut en fait partir sur des mauvaises pistes. C'est-à-dire, ça rejoint ce que disait aussi Émilie tout à l'heure, partir sur des choses qui ne sont pas forcément adaptées au territoire et donc ou au public, ou en tout cas qui ne correspondent pas à une demande locale. Donc, nous, notre méthode de travail et ce qu'on recommande, c'est vraiment de partir des besoins et de les questionner. C'est-à-dire aller à la rencontre des publics, aller à la rencontre des acteurs, ce qu'on verra tout à l'heure, pour mieux comprendre en fait ces besoins et du coup construire ensuite une solution qui soit plus pertinente et adaptée au public que vous visez. Et en fait, à partir de là, on prototype sa solution, c'est-à-dire comme une approche design de service ou prototypage dans l'industrie, mais en l'adaptant en fait sur votre solution et bien partir des usages et des attentes des publics. Donc en fait, pour faire ça, il faut d'abord vérifier le besoin et l'opportunité sur le territoire. Donc aller voir ce qui se fait, ce qui existe, pour vraiment identifier la fenêtre d'intervention en fait, et puis s'articuler intelligemment avec l'existant. Parce que s'il y a des besoins qui sont mal couverts sur un territoire, ça veut dire qu'il y a quand même des solutions qui sont sûrement proposées. Soit elles sont pas adaptées, parce que par exemple elles sont sur un secteur privé et donc elles sont pas adaptées en termes de prix pour certains publics. Soit ce sont des solutions type système D qui se font en fait par personne, voisin, par exemple pour les modes de garde sur le sujet qu'évoquait Émilie tout à l'heure. Et ben en fait les jeunes filles elles s'arrangeaient parfois entre elles ou avec la famille ou avec les voisines, mais en fait c'est pas une solution qui est assez pérenne et sécurisante pour les mamans et du coup elles cherchent pas en fait d'emploi. Donc voilà, c'est voir en fait ce qui existe, où est-ce que vous avez un créneau en fait pour installer votre activité. Donc pour ça, on fait une analyse des besoins sociaux auprès des bénéficiaires, c'est-à-dire on va rencontrer directement son public cible en leur posant des questions assez larges, mais pour pouvoir comprendre en fait comment ils fonctionnent jusqu'à présent et qu'est-ce qui leur pose vraiment problème. Ensuite, on croise ça avec les besoins qui sont identifiés par les professionnels ou les partenaires potentiels. Donc, par exemple, là, dans notre projet sur les modes de garde, on a rencontré des acteurs de l'insertion, des acteurs de la petite enfance, des acteurs de la formation, et puis on allait rencontrer directement les habitants à des ateliers couture, par exemple, au café des parents à l'école, sur le marché, et on croise tout ça pour identifier vraiment, voilà, où est-ce qu'il y a les plus gros freins, les plus gros besoins. Ce qu'on peut rajouter, c'est que de rencontrer aussi les professionnels et les partenaires pendant cette phase-là, ça permet de créer son réseau en fait, et qui est dans une démarche plutôt curieuse et ouverte, où on se dit voilà, je viens sans enjeu quelque part en disant j'ai rien à vous vendre aujourd'hui, je voudrais comprendre comment vous fonctionnez. Et ça permet ensuite de revenir voir ces acteurs-là en leur disant voilà, par rapport à ce que vous m'avez dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai mûri un projet, voilà ce que je vous propose. Et du coup, est-ce que ça correspond à ce dont vous auriez besoin? Et ça permet d'avoir une relation au démarrage qui est plus partenariale que commerciale. Donc, juste 2 points de méthode, en fait, c'est comment trouver son public, c'est-à-dire en fait, quelles sont les caractéristiques de mon public et où est-ce que je peux les rencontrer? Et si moi, je ne peux pas les rencontrer directement, est-ce que, par exemple, je peux passer par des acteurs intermédiaires? Donc, nous, par exemple, pour rencontrer ces mamans sur les quartiers prioritaires, on va beaucoup dans les centres sociaux et avec évidemment leur autorisation et leur collaboration, eh bien, on participe à ce que je vous disais tout à l'heure, un atelier couture, au café des parents à l'école, voilà. Et donc, en fait, il faut déjà vous questionner sur quel est mon public et comment je pourrais les rencontrer. Il y a des projets où, alors je donne cet exemple qui est un petit peu cliché quelque part, mais voilà, si je veux rencontrer des seniors qui ont un peu de pouvoir d'achat, eh ben, je vais au casino par exemple. Voilà. Donc c'est qu'est-ce que vous pourriez trouver vous sur votre public pour aller les rencontrer. Et puis ensuite de bien faire la différence en fait entre l'enquête terrain et une étude de marché. L'idée là de cette enquête, c'est pas d'aller valider ou conforter votre idée
de solutions. Et du coup, voilà, savoir par exemple si vous faites des smoothies bio sur le marché, combien vous allez les vendre. Là, c'est de vous dire, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient des smoothies et qu'est-ce que je peux mettre comme ingrédient dedans, plutôt que, ou à quel endroit je pourrais m'installer, où est-ce que ça pourrait être porteur, pour déjà vérifier que cette idée, elle pourrait être intéressante. En fait, les personnes qui ont envie d'avoir une alimentation plus saine, par exemple, d'être dans cette démarche-là, plutôt que de vérifier tout de suite votre idée. On est bien conscient de cette partie, c'est quelque chose qui est souvent très compliqué pour les porteurs de projets parce que ça veut dire se frotter au public et au terrain et c'est ces moments où on jette un peu à l'eau. Mais vraiment, on vous invite très fort à faire cet exercice parce que c'est à cette condition-là que votre projet, il aura du sens. Et dans les petits détails, parce que quand vous allez interroger les gens sur leurs besoins, en même temps, ils vont vous donner tout un tas d'informations connexes sur leurs habitudes, sur leurs freins dans la vie de tous les jours, leurs difficultés, leurs problèmes. Et tout ça, ça va vous permettre dans la configuration de votre projet, d'en tenir compte pour faire un projet qui non seulement aura du sens, mais en plus cochera toutes les cases des besoins en fait exprimés par votre public. Donc c'est vraiment un moment clé. Il faut y aller sans, voilà, comme disait Claire, l'idée c'est vraiment pas de vérifier votre idée de départ, c'est d'y aller sans préjugés, d'essayer vraiment d'aller recueillir le besoin tel qu'il s'exprime et pas tel que vous voudriez qu'il soit. Voilà, c'est vraiment important. Et puis ça permet aussi en fait, comment dire, on peut avoir de l'appréhension à aller rencontrer certains publics qui sont parfois dans des grandes difficultés, par exemple de maladie ou de précarité aussi sociale, financière. Et en fait, voilà, pour avoir aussi accompagné des porteurs de projets qui travaillaient sur, par exemple, les jeunes SDF sortis de l'ASE. En fait, ces gens-là, ils sont heureux quand on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des questions et qu'on leur pose des questions sans arrière-pensée en fait, juste pour les comprendre, les écouter et pas pour avoir quelque chose à leur vendre ou leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc c'est souvent des moments en fait qui sont très forts aussi pour les porteurs de projets, surtout quand vous êtes vraiment porté et animé par une cause et ça fait partie aussi oui des bases après de votre projet. Voilà. Donc sur le projet en lui-même, mais aussi sur la conviction que vous portez et les causes que vous voulez défendre. Alors l'étape suivante, c'est alors je ne sais pas, est-ce qu'on fait un point sur la question, s'il y a des questions Peut-être juste un petit retour. On a eu deux questions. Vous avez commencé à y répondre, à évoquer ces enjeux-là. Oui. Mais justement, les participants se questionnent sur le bon moment pour aller à la rencontre des bénéficiaires et une certaine appréhension, notamment vis-à-vis de la disponibilité et l'écoute de ces publics quand on a un porteur qui est juste au stade d'idée et qui peut peut-être tâtonner un peu avec quelque chose d'assez généraliste comme, alors il est mentionné, créer un lieu de convivialité dans le village, mais on n'a pas encore le projet concret. Et on a peur d'y aller trop tôt. Alors, peut-être que vous pouvez donner quelques éléments qui peuvent rassurer sur. Ben justement, en fait, c'est par exemple d'interroger les personnes de ce village sur qu'est-ce que c'est pour vous la convivialité, s'il y avait un endroit où vous aimeriez vous retrouver, qu'est-ce que vous aimeriez y faire, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver. Et du coup, les personnes vont vous donner des indications, voilà ce que disait Émilie, au-delà des activités, elles vont aussi vous parler de on aimerait bien qu'il y ait des gros canapés, que ce soit ouvert, je sais pas, enfin voilà. Et du coup, ça il y a le marché tous les mardis, c'est dommage qu'on n'ait pas un endroit où on peut se poser en même temps qu'on va faire le marché. Voilà, ça c'est une super indication pour la suite, quoi. De vous dire, du coup, il faudra qu'on ouvre le mardi, il faudra que ce soit ouvert largement, que les gens puissent rentrer facilement et peut-être pas faire une adhésion directement. Enfin voilà. Donc il y a des choses qui, en fait, ça paraît compliqué et en fait c'est finalement assez simple. Le tout c'est de se lancer et d'être vraiment dans cette démarche d'accueillir ce que les gens vont vous dire. Alors il va y avoir des choses peut-être qui vous serviront pas, des personnes qui vont vous dire ah non mais moi ça m'intéresse pas. Bon ok, en fait c'est possible qu'il y ait des personnes que vous allez rencontrer qui sont pas dans la même démarche, le même état d'esprit que vous. Par contre quand vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment motivés, d'abord ça va vous conforter, vous donner aussi de l'enthousiasme à faire ces choses-là. Et puis en fait, vous allez avoir effectivement une mine d'infos. Voilà.
Par contre, il faut rester ouvert, avoir des formulations qui soient larges, plutôt ouvertes pour que les gens se sentent libres de répondre, de les inviter aussi à partager des expériences en fait ou des souvenirs sur voilà par exemple quand vous êtes en vacances, dans quel type d'endroit vous avez envie d'aller par exemple, voilà, sur cette notion de convivialité pour aussi faire appel en fait aux souvenirs des gens, et c'est là que vous avez beaucoup d'infos en fait. Ça, c'est une bonne astuce parce que si vous partez et vous posez la question de but en blanc, c'est quoi pour vous la convivialité? Les gens, c'est très difficile de s'exprimer comme ça. Enfin, si on vous posait la question de but en blanc, vous auriez beaucoup de difficultés à y répondre. Par contre, si on vous demande c'est quoi les derniers endroits ou les moments conviviaux que vous avez vécus et de vous en souvenir, là, ça va faire appel à du vécu. C'est plus facile de répondre à cette question. Et du coup, ça fait un premier fil à tirer, et ensuite que vous pouvez dérouler. Voilà. On enchaîne? Oui. Du coup, je vais sur repérer les acteurs utiles à mon projet. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, le projet, il n'est pas hors sol, en fait. Donc, il est sur un territoire, et cet ancrage territorial, il est indispensable, en fait, à la réussite du projet, puisque, en fait, votre projet, enfin, vous êtes sur un territoire, et du coup, il y a un contexte particulier avec des acteurs, des enjeux, et puis une histoire locale. Donc, il faut en tenir compte, en fait, pour construire ce projet. Et puis, il faut aussi que vous ayez en tête qu'un projet, il peut aussi être innovant, simplement, et je mets des guillemets, parce qu'il a développé une solution locale qui est innovante, c'est-à-dire une idée qui existe sur plusieurs territoires, mais qui n'existe pas là où vous avez envie de l'implanter. Et ben du coup, vous apportez une innovation parce que du coup, ça répond à ce besoin qui est sur ce territoire et qui n'était jusqu'alors pas couvert. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser un mind map ou une cartographie des parties prenantes de votre projet, c'est-à-dire identifier les individus, les groupes, les organisations qui peuvent être activement ou alors passivement en fait concernés par votre projet. Et ça vous permet en fait de le poser et puis justement de peut-être schématiser ceux qui sont du premier cercle ou du deuxième cercle. Et vous pouvez le construire progressivement en fait, puisque il y a des premiers acteurs que vous allez identifier au début, puis quand vous allez faire vos rencontres, on va vous dire « Ah, mais là-dessus, il y a un groupe de travail, cette structure, elle a déjà réfléchi, par exemple, à un projet de garage solidaire. » Alors que c'était pas évident, en fait, que ça pouvait être le cas. Donc, vous devriez les rencontrer et du coup, on complète cette carte. Et puis, il faut aussi aller, comment dire, vers plus de précision à chaque fois pour plus d'opérationnalité. C'est-à-dire, par exemple, on identifie le conseil départemental comme un acteur sur ce sujet, mais quel service précisément? Et puis, une fois que vous avez identifié le service, quelle personne exactement? Donc, en fait, au fur et à mesure, vous allez affiner et ça vous permet d'être plus aussi opérationnel ensuite dans les contacts que vous devez prendre. Et voilà, quand vous êtes par exemple sur la phase de financement, vous allez pouvoir aller mieux savoir la personne que vous allez solliciter au conseil du département. Si c'est par exemple pour rencontrer les bénéficiaires, ben, vous n'allez peut-être pas vous adresser à la même personne au conseil départemental. Voilà. Donc du coup, ce qu'on vous propose en fait pour avancer dans ces repérages, c'est donc faire un premier cercle ou un premier jet des acteurs que vous identifiez, et puis vous les complétez en fait avec un benchmark de projets qui sont similaires pour identifier leur réseau propre, c'est-à-dire voilà par exemple un garage solidaire sur notre territoire. Oui, en Franche-Comté, ben, vous allez prendre essayer d'avoir leur rapport d'activité, regarder leur site internet, les logos qu'ils vont avoir sur leurs partenaires, et ça vous permet de le transposer en fait à votre projet et d'identifier sur votre territoire quels sont les acteurs similaires. Oui, par exemple, vous allez avoir le garage solidaire de Franche-Comté, vous allez vous rendre compte qu'ils travaillent avec la plateforme mobilité. A priori, vous ne saviez pas ce que c'était. Bah, tiens, vous allez vous demander s'il y a une plateforme mobilité sur votre propre territoire, en fait. Donc, ça permet par analogie, d'essayer de repérer des acteurs sur lesquels vous n'auriez pas tilté tout de suite, en fait. Vous n'aviez pas forcément identifié au départ. Et puis, une autre piste, c'est aussi d'identifier les politiques publiques qui sont sur votre territoire en lien avec le sujet. Et donc là, bah, c'est
se renseigner auprès des collectivités, lire aussi les magazines des collectivités. Ça vous permet de comprendre aussi ce qui se fait sur le territoire et du coup dans quel comment dire axe vous pourriez vous orienter pour avancer sur votre sujet. Je vois qu'il y a une demande de traduction sur Benchmark. C'est du coup identifier les projets similaires en fait. C'est une étude des. Alors ça se faisait beaucoup en entrepreneuriat classique ou privé sur. En fait, on étudie la concurrence. Voilà. Donc là, c'est pas la concurrence, mais c'est aller voir les gens qui font la même chose que vous, mais ailleurs en fait, et regarder ce que eux, ils font. Sur les politiques publiques, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte. Enfin, c'est bien d'affiner parce que parfois un projet, on ne sait pas trop quel service il va concerner. Nous, on voit sur, par exemple, les garages solidaires. C'est un sujet, ça pourrait paraître de prime abord être un sujet plutôt de mobilité. Sauf qu'on se rend compte que les services mobilité, c'est pas forcément ceux qui se sentent les plus concernés par ces projets. Bien sûr, ils sont associés, mais souvent c'est plutôt les services insertion qui sont intéressés parce que dans le garage solidaire, il y a solidaire et il y a trouver des solutions de mobilité pour des porteurs de projets, enfin pour des personnes précaires et qui peuvent avoir des difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi. Voilà, donc bien connaître ce qui se fait sur un territoire, ça permet de savoir qui va être le plus intéressé par votre projet, par votre idée. Alors, on vous a mis des exemples de cartographie. Donc là, c'est une cartographie d'acteurs dans le domaine de l'éducation, mais c'était plutôt sur la forme et puis comment réfléchir en fait à tirer les fils à chaque fois. Donc, je ne sais pas si voilà, beaucoup d'entre vous connaissent le principe des cartes mentales ou mind map. Voilà, l'idée, c'est qu'au centre, on part sur le sujet et puis ensuite, on fait des branches et on tire les fils pour chaque acteur. Donc là, par exemple, vous voyez sur les chefs d'établissement, et ben en fait, il y a les chefs d'établissement de collèges et de lycées. Et l'idée, ça serait sur votre territoire de mettre le nom des collèges et puis ensuite de mettre le nom du chef d'établissement, par exemple. Donc voilà, une première version. Là, vous avez un deuxième modèle qui est un peu différent, mais qui reprend cette idée-là de lister les différents types d'acteurs et ensuite de préciser à chaque fois qui, et en fait, il faudrait que vous le précisiez derrière avec effectivement le nom de chaque structure et des personnes à contacter. Donc là, par exemple, les partenaires financiers. Voilà, les partenaires financiers de la SNCF, c'est l'État, les autres États de l'Union européenne, les collectivités locales françaises, voilà. Et donc vous pourriez tirer les fils derrière, là rajouter des traits en mettant pour chaque acteur les informations précises. La commune, par exemple, c'est quelle commune et dans cette commune, c'est qui l'interlocuteur qu'il faut contacter? Est-ce que c'est plutôt le président, l'élu, ou est-ce que c'est plutôt le directeur général, c'est-à-dire le technicien? Voilà, qui est le bon interlocuteur en fait? Voilà, et on vous propose un troisième modèle que nous avions fait pour déposer un dossier dans le cadre d'un appel à projet politique de la ville, où on proposait en fait voilà, différents types d'acteurs. Donc là, c'était une première proposition dans le cadre de l'appel à projet. Après, de manière opérationnelle, nous, pour chaque acteur, eh bien, voilà, on a cherché les contacts précis pour chacun. Et puis en fait, on a complété parce que quand on est allé voir, je sais pas, la ville d'Annonay, ils nous ont dit, bah, vous devriez aller voir aussi la personne qui travaille sur le dispositif cœur de ville. Donc du cœur de ville, on est ensuite passé, enfin cette personne-là nous a invité à rencontrer une autre association, etc. Donc on complète en fait ensuite tous ces schémas au fur et à mesure de nos démarches. Oui, je pense que pareil, là, au début, on avait dû indiquer, je vois en haut, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense pas, dans les acteurs institutionnels, là, il y a Ardèche Habitat, Addis et Habitat Dauphinois. Je pense que dans la première version qu'on avait faite, il y avait marqué bailleurs sociaux. Et ensuite, on s'est renseigné pour savoir quels sont les bailleurs sociaux sur le territoire sur lequel on travaillait. Et donc, ils sont 3 sur ce territoire-là. Voilà, donc c'est au fur et à mesure, vous remplacez, faut affiner au fur et à mesure, en fait. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou on a répondu peut-être Ah, alors, il y avait des questions qui portaient un peu sur les deux dernières parties. Bon, globalement, une demande d'aide en document méthodologique à laquelle Chloé a en partie répondu, puisqu'il y a pas mal de ressources proposées par la VIS, que ce soit Oui. d'autres webinaires rediffusés sur le site, donc vous trouverez les liens sur le chat, ou des petits guides méthodologiques pour se lancer son projet ESS. Euh, donc voilà, si jamais Courant Fort a d'autres ressources, on parlait notamment de guides d'entretien, les partageront. En tout cas, vous Ouais. retrouverez aussi les slides puisqu'on fera ensuite une page avec l'ensemble des rediffusions de visio et les diaporamas des intervenants. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments. Du coup, oui, en fait, à la fin, on a quelques liens et quelques outils à vous proposer, effectivement. Oui, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que du coup, cette cartographie des parties prenantes, c'est pareil, elle va s'affiner au fur et à mesure, ça on l'a dit, mais du coup, elle va vous servir à plusieurs étapes en fait dans le projet. Elle va vous servir sur l'étape dont on parlait tout à l'heure d'aller sonder le besoin. Bah, il y a peut-être certains des acteurs que vous mettez sur votre cartographie que vous allez les sonder dès cette phase pour bien comprendre quel est le besoin et comment il est identifié sur le territoire par les acteurs qui y travaillent en fait. Et peut-être que plus tard, cette même cartographie vous servira pour revoir certaines personnes pour aller chercher des financements. Voilà, elle va vous servir à plusieurs moments de la vie du projet en fait. Donc c'est un outil qui est quand même vraiment intéressant et à construire. Donc les étapes de la création d'activités dans l'ESS. En fait, très vite, de nombreux porteurs de projets se posent la question qui sont en lien avec la forme juridique du projet, les financements ou la communication. Nous, on vous invite à pas mettre la charrue avant les bœufs et à ne pas vous précipiter sur ces questions-là, qui sont des questions importantes, hein, mais qui ne sont pas les premières à se poser et qui trouveront, vous verrez, des réponses, mais en leur temps, et ce sera des réponses qui seront au service du projet. La forme juridique, c'est pas, elle s'impose pas d'avance en fait. C'est en construisant votre projet que vous allez vous rendre compte quelle est la forme juridique qui s'adapte le mieux à votre projet pour X et Y raisons. Et pour ça, du coup, il faut que vous connaissiez bien votre projet avant d'en être à la question de la forme juridique. Pour la question des financements, c'est pareil. Si vous allez tout de suite toquer à la porte de France Active pour leur demander de l'aide sur la recherche de financement, ce qu'ils vous diront, c'est qu'ils ont besoin que vous ayez un premier budget d'élaborer. Et donc, quand on en est au stade de l'idée, on n'a pas encore en général le budget élaboré. Donc, c'est trop tôt en fait. Il faut que vous avanciez sur la construction d'abord de l'idée au projet. Ensuite, construire le projet sur réfléchir vraiment précisément aux activités, etc. Parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de les chiffrer. Et seulement après, vous pourrez aller voir des acteurs du financement parce que vous connaîtrez votre besoin. Tant que vous ne savez pas de combien vous avez besoin, rien ne sert de courir les bureaux de financement. Voilà, parce que tout ce qu'on va vous dire, c'est revenez plus tard. Voilà, donc économisez-vous des allers-retours et des temps d'explication de votre projet et prenez le temps de le construire comme il faut, votre projet au départ. C'est pas du tout du temps perdu. Après, pour la suite, ça déroule beaucoup plus facilement. Voilà. Et par contre, n'hésitez pas à parler de votre projet. Parfois, il y a une crainte des porteurs de projet de se faire piquer son idée. En fait, sans doute la meilleure façon de protéger son idée, c'est d'en parler un maximum, parce qu'après c'est compliqué sur un territoire quand tout le monde sait que c'est Pauline qui est venue, qui avait cette idée, qu'on a parlé, qui a travaillé cette question, que maintenant ce soit telle structure qu'il fasse. En général, les gens sont assez mal à l'aise pour faire ça. Donc, plus vous parlez de votre projet et plus quelque part vous imposez l'idée que c'est vous le porteur de cette idée et qui le rendra concret sur le territoire. Voilà, donc parlez de votre projet et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il existe des structures qui peuvent vous aider, donc allez les voir. C'est vraiment intéressant parce qu'elles vont vous aider à structurer. Parce que parfois, une fois qu'on a la tête dans le guidon, on peut avoir du mal à garder le fil et à poser les jalons les uns après les autres, et on peut faire les choses dans le désordre et devoir du coup refaire en fait plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner.
On vous a mis là une cartographie des acteurs de l'accompagnement qui a été élaborée par la VISE. Donc, en fait, vous retrouvez là les différentes étapes de la création d'activités. Donc, la première étape, c'est l'étape d'idéation. C'est comment repérer un constat, repérer une idée. Ensuite, c'est l'étape de la validation. C'est un peu ce que nous, on a évoqué ce matin. On est dans l'étape de la validation, c'est-à-dire qu'on passe de l'idée au projet. J'avais un constat, j'avais une idée au départ, je vérifie l'opportunité de ce constat et qu'il y a vraiment un besoin, qu'il y a vraiment une opportunité à créer sur ce sujet. Ensuite, l'étape d'après, ça sera la modélisation. Donc, c'est une fois que vous en êtes au projet, c'est comment je construis précisément ce projet dans ses détails, comment je prototype les activités, comment j'identifie, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ce dont vous aurez besoin pour ensuite chiffrer, qui est l'étape d'après en fait. Voilà. Puis, vous serez au moment de la création en elle-même. La création, c'est le moment où vous adoptez un statut, vous déposez les statuts. Voilà, vous êtes une association, une SCOP, une SIC, une entreprise, ou en CAE, en coopérative d'activité et d'emploi. Enfin, c'est le moment où vous démarrez l'activité. Et puis ensuite, il y a la vie du projet, c'est-à-dire ses premiers développements, puis sa consolidation, puis éventuellement son changement d'échelle, etc., etc. Voilà. Donc, cette cartographie vous permet un peu de repérer les types de propositions qui existent à chaque stade. Donc, elle est divisée en deux parties. La première partie que vous voyez en haut, là, émergence par les besoins des territoires, ça regroupe des structures comme la nôtre, comme les fabriques à initiative, c'est-à-dire des structures qui travaillent sur les territoires pour faire émerger des projets. Nous, on peut avoir besoin, à certaines étapes, à certains moments, de porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on identifie, par exemple, un besoin de mode de garde sur un territoire. Nous, on va modéliser quel devrait être ce mode de garde, quel serait le modèle le plus pertinent. Et à un moment donné, on va chercher un porteur de projet. C'est pas Courant Fort qui va créer le mode de garde. Du coup, les structures comme les fabriques à initiative peuvent avoir besoin de porteurs de projet à un moment donné. D'autres exemples, ça peut être par exemple les dispositifs comme start-up de territoire. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on fait appel à un territoire pour identifier des besoins, sauf qu'à un moment donné, il faut quelqu'un pour faire. Et donc, ce quelqu'un, c'est un porteur de projet. Donc, ça peut être des structures qui peuvent être intéressantes si vous n'avez pas une idée très forte. Voilà, vous avez juste un thème, un sujet, quelque chose qui vous porte, mais que vous n'êtes pas hyper fixé sur un sujet d'intervention, un territoire. Peut-être que c'est des structures dont vous pouvez vous rapprocher pour voir si eux, ils sont pas à la recherche de porteurs de projet sur tel ou tel besoin. Et ensuite, la deuxième partie du tableau, vous voyez en bas, c'est les acteurs qui accompagnent la création par des porteurs de projets directement. Donc, il existe sur les territoires des programmes d'idéation, donc qui accompagnent l'émergence d'idées, des programmes de premiers pas ou des pré-incubateurs. Donc, c'est ce qui vous accompagne sur la phase un peu qu'on vient d'évoquer ce matin ensemble, c'est-à-dire comment on passe de l'idée à un projet un peu construit. Et ensuite, vous avez les incubateurs qui, eux, permettent de passer, de construire le projet vraiment jusqu'à la création. Et puis, des structures qui vous accueillent plutôt une fois que vous avez créé pour les premiers pas de la création et qui vous aident à construire une fois que vous en êtes aux premiers enjeux, parce que là encore, au moment où on a créé, il y a de nouvelles questions qui se posent sur les ressources humaines, à quel moment je peux me payer, à quel moment je peux embaucher, etc. Là, c'est plutôt les structures du type couveuse ou coopérative d'activité et d'emploi qui peuvent vous accompagner à ce moment-là. Voilà. Cette cartographie, donc elle est sur le site. On vous a mis les liens après sur le site de la VISE. Vous pouvez la retrouver sans difficulté. Là, c'est un zoom en fait sur cette partie avec les différentes étapes, idéation, validation, etc. Et on vous l'a mis parce que ça vous montre en bas en fait comment on passe d'une étape à l'autre. Vous voyez, entre l'idéation et la validation, une première version, si vous êtes dans les cases en bas, une première version de la solution est présentée. L'équipe souhaite approfondir l'idée et identifier l'opportunité d'entreprendre. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir besoin d'un pré-incubateur ou d'un accompagnement des premiers pas. Une fois que la pertinence de la solution est démontrée, le porteur a validé et se sent prêt à consacrer à son projet, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir besoin d'un incubateur. Voilà, c'est pour vous aider à repérer en fait à quel moment vous avez besoin de telle ou telle structure. Des programmes de pré-incubation, d'incubation, d'accompagnement des premiers pas, il en existe à peu près dans toutes les régions et sinon il en existe aussi au format numérique. Dans le document de la VISE, vous avez en face des structures qui sont repérées. Vous avez des acteurs, des types d'acteurs qui vous sont suggérés. Il y a un annuaire sur le site de la VISE aussi des acteurs de l'accompagnement où vous pouvez vous référer pour repérer près de chez vous
quels sont les acteurs que vous pouvez solliciter pour vous accompagner. Voilà. Du coup, rapidement, juste pour conclure, avant de répondre à vos questions, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que ces étapes-là, c'est vraiment je suis plus au bon endroit. Pardon, voilà. Que le montage de projet, c'est un processus, c'est-à-dire que on peut pas avoir toutes les réponses immédiatement et que donc vous allez fonctionner en posant des choses, mais en vous disant bah non, cette voie-là, en fait, elle nous convient pas, donc je vais changer. Finalement, ah bah tiens, si je fais ça et ça, bah, ça permet de répondre aussi à ce besoin-là en même temps, voilà. Et donc, en fait, vous fonctionnez forcément par aller-retour. Que du coup, cette première étape, c'est vraiment de poser ses réflexions. Donc, reprendre les éléments qu'on a évoqués dans cette présentation. Nous aussi, on a un modèle de dossier qu'on peut vous proposer et donc on peut vous envoyer par mail. Voilà. Après, il existe plusieurs formules de dossiers de présentation. Nous, on a fait une petite compile et on a agrémenté de sous-questions à se poser. Voilà, pour comprendre en fait le lien entre chaque partie. Et puis, on voulait aussi vous rappeler, voilà, l'importance de formaliser pour aller dans le détail, c'est-à-dire que, en fait, de rester sur un niveau trop vague, trop général, ça permet pas de voir s'il y a des incohérences, des frottements ou des incompatibilités d'idées. Et puis que, en fait, ça vous permet aussi, vous, d'être plus au clair et donc plus convaincant auprès de vos interlocuteurs. Voilà. Et puis pour finir, il n'y a plus qu'à, voilà, c'est l'entrepreneuriat social, c'est quand même une aventure formidable. Et donc voilà, nous on est convaincus et on est toujours heureuse d'accompagner des porteurs de projets. On espère que du coup ça vous aura aidé et envie de continuer et du coup de transformer vos idées en projets. Soyez juste conscient que c'est un processus qui est assez long, la création d'activités. Donc, ça peut aller assez vite pour créer en soi, enfin vraiment la structure. Par contre, avant de réussir à parfois se payer, ça peut prendre plusieurs années. Donc, et parfois vous allez passer par des phases de découragement, d'inquiétude. Voilà, c'est normal, ça fait partie de. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner, c'est que c'est aussi des fois le moment, soit avec l'accompagnant, soit en co-développement avec les autres porteurs de projets, de pouvoir déposer un peu ses frustrations, ses inquiétudes, ses peurs et des fois ces difficultés à faire coïncider ce projet professionnel avec ses difficultés personnelles. Hein. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir partager ça pour être plus fort et parce que c'est vraiment un exercice dans la durée. Faut de la ténacité pour réussir à créer, que ce soit dans l'ESS ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, il faut garder votre enthousiasme. C'est important parce que c'est ce qui permet d'aller au bout. Voilà. Du coup, là, voilà, vous avez nos coordonnées si vous voulez qu'on vous envoie le diaporama et puis le modèle de dossier. Et si vous avez d'autres questions, voilà, éventuellement. Donc, c'est contact@courantfort.com. Voilà, et puis du coup, il nous reste un petit peu de temps pour répondre aux questions. Merci beaucoup à Courant Fort et merci d'autant plus d'avoir pu adapter le format puisque c'était pas vraiment ce qui était prévu. Hein, vous avez prévu quelque chose de beaucoup plus interactif en salle. Merci aussi à Chloé de l'Avise qui a suivi le chat et vous a fourni énormément de ressources proposées par l'Avise. Donc ce qu'on va faire, vous pouvez prendre les coordonnées de Courant Fort, mais on proposera aussi l'ensemble de ces ressources à l'issue du forum. Alors il faudra peut-être attendre quelques jours hein, qu'on se retourne. On n'a pas les mails des participants à cette visio, par contre on a les mails des inscrits au forum et surtout on a donc nos différents sites internet Avise et Village Vivant sur lesquels on pourra diffuser les slides et les liens qui ont été proposés ainsi que le modèle de dossier. Plusieurs personnes le réclament. Sur les questions, il y en avait deux notamment. Alors l'une portant sur le modèle économique des fabricants initiatives et peut-être plus spécifiquement en fait en tant que porteur de projet, les conditions d'accès et financières pour se faire accompagner. Peut-être préciser ce que ça coûte finalement aux porteurs de projet. Et puis une question qui portait plus sur
préciser en milieu rural, voire très rural, la manière de rencontrer les acteurs locaux. Donc ça, vous aurez peut-être quelques indications à nous donner. De mon côté, je précise, il y a un lien que j'avais mis aussi sur une petite note qu'on avait réalisée parce que on rencontre beaucoup de porteurs de projets en milieu très rural chez Village Vivant. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois avec le millefeuille des collectivités de savoir à quel échelon on peut s'adresser, d'autant qu'il y a beaucoup de projets en milieu très rural qui parfois obtiennent des financements finalement européens ou régionaux, donc on est sur des financements à un échelon beaucoup plus vaste. Ce qu'on nous on conseille, c'est de systématiquement aller rencontrer le maire de la commune, qui est une bonne porte d'entrée pour connaître le contexte local, les acteurs, etc. Et de doubler ça d'une rencontre avec la communauté de communes, donc l'intercommunalité, puisqu'aujourd'hui c'est elle qui a la compétence sur tout ce qui va être économie, développement économique. Et normalement, chaque communauté de communes a un référent, donc qui s'appelle chargé de mission développement économique, qui s'appelle développeur territorial, qui est là pour accueillir les porteurs de projets, les guider, et qui aura connaissance des aides à l'installation et d'autres échelons d'aide possibles, notamment tout ce qui va être PI, PETR, donc qui sont eux des regroupements d'intercommunalités et qui souvent sont à la manette pour ce qui vont être les financements aussi européens. Vous avez peut-être entendu parler du leader, par exemple, qui peut être des financements qui s'obtiennent ensuite pour le montage de projet. Donc voilà, je laisse Courant Fort répondre sur les deux questions également. On a encore 4-5 minutes avant d'accueillir les participants de la session suivante sur les coopératives d'activité d'emploi. Et donc merci à Stéphane et Valérie, si vous nous rejoignez, de simplement nous laisser conclure, et puis on vous passe la main à 11 h. Sur l'accompagnement par les fabriques à initiative, donc en fait il y a pas mal de fabriques à initiative, donc elles s'appellent pas comme ça en général, hein, elles ont le nom d'une structure, hein, comme nous c'est Courant Fort, vous avez Atis en Aquitaine, l'adresse en Normandie, enfin voilà, vous allez retrouver sur le lien qu'a mis Chloé tout à l'heure le nom de la fabrique à initiative de votre territoire. La plupart des fabriques à initiative, elles ont en interne aussi un incubateur. Voilà, donc l'accompagnement dans le cadre de ces structures, il est gratuit pour les porteurs de projets la plupart du temps, enfin vraiment pour le gros des troupes. Ça peut arriver qu'il y ait des dispositifs qui demandent une participation, pas à mon avis dans les fabriques à initiative, en tout cas je n'ai pas cette information-là. Normalement, c'est des accompagnements qui sont gratuits parce que ces structures sont financées, elles, par des collectivités pour assurer cet accompagnement. Donc elles ont en général des dispositifs plutôt incubateurs, là c'est plutôt pour les porteurs de projets qui viennent avec leur idée. Et l'autre idée que je vous soumettais tout à l'heure, c'était que les fabriques à initiative font du repérage de besoins sur les territoires, donc elles peuvent être aussi des interlocuteurs pour sonder si jamais elles ont déjà entendu parler de besoins de telle nature sur tel ou tel territoire en fait. Voilà. Pour ce qui est de comment repérer les besoins sur les territoires ruraux, très ruraux, effectivement, une bonne porte d'entrée, c'est les élus du territoire. Hein. Le maire, en général, surtout sur les petites communes, il est souvent issu du cru, il connaît bien, et il pourra peut-être vous indiquer d'autres noms. En fait, nous, on marche beaucoup par on pourrait dire sérendipité, c'est-à-dire passer d'une idée à l'autre. On passe beaucoup d'un acteur à l'autre, c'est-à-dire qu'on rencontre une première personne qui, elle, va un peu ouvrir son carnet d'adresses, qui va nous renvoyer vers une ou deux autres personnes qui elles-mêmes vont nous parler d'une ou deux autres personnes. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on tire le fil et qu'on finit par trouver des gens qui ont vraiment des choses intéressantes à nous raconter. Et puis parfois, faut pas hésiter à aller au café du commerce, par exemple. Hein, ça permet d'entendre des choses intéressantes. Nous, sur certains territoires, on peut aller rencontrer le club de foot, pourquoi pas. Enfin, c'est pas fermé. L'important, c'est d'aller rencontrer des gens. Donc, regardez où se regroupent les gens, qu'est-ce qui fait un peu attractivité sur un territoire, et puis allez y traîner vos guêtres et vos oreilles et vos yeux pour observer, entendre, identifier des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points, Thibaut? Voilà, puis sinon, comme on vous disait, vous avez du coup notre mail, donc si vous avez d'autres questions, voilà, tout à l'heure a été évoquée la question sur les entretiens, peut-être qu'on peut vous donner 2-3 astuces supplémentaires, ou en tout cas vous aiguiller sur la bonne manière de conduire des entretiens. Voilà, donc
n'a pas encore formalisé de support là-dessus, mais c'est des sujets qu'on évoque souvent avec des porteurs de projets ou en cours. Évidemment, on peut vous donner un peu plus d'astuces et de tuyaux sur la manière de procéder. Voilà, en tout cas, on est ravis que vous ayez été aussi nombreux à suivre ce format. C'était un peu une gageure de réussir à faire ça en 1 heure, ce petit tour d'horizon. On espère que c'était pas trop cloug et que vous avez quand même réussi à en digérer quelque chose, et que ça a été intéressant pour vous. Voilà.